Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour votre présence nombreuse, comme chaque année, lors de cette réunion des secrétaires qui a lieu dans ce timing ici. On sait que la période pour vous dans les clubs est fort chargée avec les reprises d'entraînement et les derniers préparatifs. Mais cette réunion, évidemment, comme vous vous en doutez, est encore plus importante que les autres années et bouleversée, en tout cas notre agenda bouleversé par la crise du Covid et par toutes les conséquences qu'il a pu avoir sur nos championnats, la fin tronquée la saison dernière et les débuts avec des changements de date, des reprises qu'on espère les plus faciles et dans les timings possibles, mais qui vont nécessiter, bien entendu, de la part de tous, une attention particulière en ces temps un peu incertains. L'agenda, on va le parcourir tout de suite, mais évidemment, on va commencer par un point concernant la crise du Covid. Pourquoi? Parce que comme depuis le début de la crise, on a essayé de vous informer le mieux possible, le plus fréquemment possible, le plus à jour possible, des mesures sanitaires, des mesures de soutien annoncées par les différents partenaires. Mais aujourd'hui, nous, en tant que gestionnaires des championnats, on est plus dans la phase maintenant de savoir comment tout le monde va pouvoir reprendre la pratique du hockey dans les meilleures conditions possibles, même si on se rend compte que ces conditions ne seront peut-être pas optimales pour tout le monde. Et donc, notamment sur ce point-là, on va détailler tout de suite un projet de protocole qui est en cours de finalisation. On est vraiment occupé à mettre les dernières lignes sur ce protocole. Protocole qui a été élaboré aussi d'ailleurs, et on les remercie, avec l'aide de différents experts médicaux qui gravitent dans le monde du hockey. Donc on avait à la fois l'expertise scientifique, mais aussi l'expertise de personnes de terrain, pour essayer, je dirais, que les reprises de championnat dans les jours qui viennent, puisque certaines équipes, on va le parcourir tout de suite, vont recommencer dans quelques jours, d'autres dans quelques semaines, pour que ces reprises de championnat se passent le mieux possible. Pour pouvoir jouer, il va falloir, je pense, que tout le monde, si pas mettre de l'eau dans son vin, mais en tout cas respecte les normes et les prescrits qu'on va essayer de mettre sur papier et d'éclairer et d'informer au mieux les clubs. Parce qu'il y va de la responsabilité de tout le monde. Il y va de la responsabilité individuelle de chacun. Si la crise est ce qu'elle est, il faut aussi pouvoir se protéger en tant que personne. Il y va de la responsabilité des clubs, parce que les normes telles qu'elles sont imposées, elles s'imposent aux clubs en tant qu'association. Et s'il y a des contrôles, et on entend déjà qu'il y a des contrôles, donc on se doute qu'ils vont être renforcés, ces contrôles vont aussi s'appliquer aux clubs. Et donc, si des sanctions interviennent, elles pourraient toucher les personnes, mais aussi les clubs. Et puis, elles s'imposent à toute la communauté du hockey. Parce que voilà, si on ne respecte pas les règles, à un moment donné, on va avoir le retour de bâton. Je n'espère pas des fermetures de bars ou des fermetures de clubs, n'allons pas jusque-là. Mais je pense que c'est important que tout le monde soit conscient qu'on respecte et qu'on s'engage positivement dans cette nouvelle saison qui ne va pas être facile, qui va être probablement bouleversée avec de temps à autre des matchs remis, on espère le moins possible, mais qui va aussi nécessiter de la flexibilité. Cette flexibilité, elle est à notre niveau en tant que responsable de la gestion des championnats pour essayer de répondre le mieux possible à vos attentes. Mais cette flexibilité, elle va aussi venir, ou elle devra aussi venir de la part des clubs, puisque si des matchs sont remis, oui, on peut ne pas se mettre d'accord sur une date de remise, on va reporter encore la rencontre qui aurait dû avoir lieu, etc. Mais à un moment donné, on va se trouver devant une voie impossible pour terminer correctement nos championnats. Donc voilà, c'est un message qu'on voudrait faire passer ici en tant que membre du personnel et de la fédération, mais aussi je pense que c'est un message qui doit être partagé par l'ensemble de la communauté hockey. Et donc maintenant, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec l'approche justement de ce protocole. Alors peut-être quelques remarques avant qu'on rentre vraiment dans les slides. Ils vont vous être transmis. Donc, si vous n'avez pas envie de tout prendre note, ils vont vous être transmis très rapidement, ainsi que le lien vers l'enregistrement de la soirée pour ceux
qui ne pourront pas rester jusqu'au bout ou ceux qui n'étaient pas ici en direct. Si vous avez des questions, je crois que vous commencez à connaître l'outil, n'hésitez pas à utiliser l'onglet pour poser votre question par écrit. Et donc, après chaque chapitre, on rassemblera ces différentes questions pour y répondre le mieux possible. S'il y a un souci technique, évidemment, n'hésitez pas non plus à le signaler et en cours de séminaire, on interviendra et on essaiera de le résoudre. Voilà, bonne soirée et encore merci pour votre engagement parce que je crois que toute la communauté en a vraiment besoin. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, Benoît Kopieters, responsable des compétitions. On va commencer avec, on va vous montrer l'ordre du jour. On va discuter d'abord, donc, comme a dit Dominique, du Covid. En particulier, la partie qui vous intéresse le plus, ce sera le protocole que Justine va élaborer. On passera aux modifications de règlement qu'on a voté cette année, et puis on passera dans la compétition avec quelques sujets clés avant de passer dans les divers où nous avons mis pas mal de rappels. On ne va pas redétailler cette fois-ci, mais que nous allons quand même mettre dans les slides comme ça. Vous l'avez chez vous, et donc je répète que le tout est enregistré et que vous aurez la version enregistrée demain ou plus tard par mail pour le distribuer éventuellement au sein du club. Première, c'est le calendrier de reprise et les dates importantes. Vous avez été communiquées, les dates ont été communiquées cette semaine. Il y a 3 parties qui sont en rouge parce que ce sont des compétitions qui vont déjà commencer ce week-end, le dimanche 30. Donc nous avons, et ça c'est important, l'Open League, mais uniquement les messieurs qui jouent en LFH2, parce que c'est une poule à 14. Également les mineurs de la VHL 3B et les Junior Masters, les M35+, qui débuteront donc le 30 du 8. Nous avons également mis dans le tableau les inscriptions qui sont nécessaires donc, en Belgian League. Donc un joueur, pour qu'il soit, qui ait le droit de jouer en Belgian League, doit être inscrit avant ces dates-là. Et nous avons aussi les noyaux, quand vous devez remplir les noyaux des minimum 14 joueurs pour pouvoir débuter le championnat, mais nous allons revenir là-dessus sur des slides plus tard. Je passe la parole à Justine qui va maintenant parler du protocole proprement. Bonsoir à tous. Je suis content de vous voir de loin, hélas, c'est un peu dommage. Je vais d'abord vous parler du protocole Covid. Comme Dominique vous a expliqué, on a constitué une task force avec quelques médecins, mais des médecins qui faisaient partie de clubs de hockey parce que c'était important pour nous que ce protocole soit adapté au monde du hockey. Et on avait également des responsables de clubs de hockey dans cette task force pour que notre protocole respecte d'une part les prescriptions médicales, mais aussi et surtout soit viable pour les clubs de hockey. On a d'abord appris une information super importante dans les premières discussions avec le personnel médical, c'était qu'ils nous ont rappelé que, tout d'abord, jouer un match de hockey ne constitue pas un contact à haut risque. Pourquoi? Parce que lors d'un match de hockey, on n'est normalement pas en présence de quelqu'un en contact rapproché pendant 15 minutes. Donc, ils nous ont bien expliqué que les contacts à haut risque, c'était quand on était 15 minutes à côté de quelqu'un sans respecter les distances de sécurité, donc le mètre 50 dont on parle régulièrement. Ça, c'était une information très importante qui nous a rassurés sur le fait que reprendre un championnat n'était pas complètement fou. Et donc, on a rédigé ce protocole en se disant on doit absolument éviter la propagation du virus au sein du monde du hockey. Donc, il faut éviter qu'une fois qu'il y ait un joueur dans une équipe qui est contaminé, il aille contaminer tous ses adversaires. Mais aussi un protocole qui va vous aider à organiser vos matchs. Donc, je rappelle bien,
et ça c'est bien un message que vous relirez dans le protocole, les contacts à haut risque, c'est un moment prolongé, donc 15 minutes, sans respecter la distance de sécurité. On a longtemps hésité, c'était une base importante pour rédiger le reste du protocole, c'était de savoir si les joueurs d'une équipe constituaient une bulle. Alors on pouvait partir du constat et dire, à partir du moment où en entraînement et en match ne sont pas vraiment en contact à haut risque, est-ce que les joueurs d'une équipe doivent être considérés comme une bulle? On s'est dit, on va quand même être raisonnable parce qu'on sait quand même bien que la plupart des hockeyeurs ne viennent pas juste à l'heure de l'entraînement ou du match, jouent leur match et repartent directement. On sait qu'il y a des moments où les joueurs sont réunis lors des briefings, lors des analyses vidéo. Là, on se retrouve régulièrement dans une pièce où on ne sait pas respecter le 1,50 m et encore plus évidemment après le match, lors du club pause, lorsqu'on se retrouve au club pause, on oublie parfois de respecter ce 1,50 m. Donc, on s'est dit, on va être raisonnable, on va considérer une équipe de hockey comme une bulle, mais c'est pas pour autant qu'on va pousser nos hockeyeurs à avoir plein de contacts à haut risque au sein de cette bulle. Donc, on considère que c'est une bulle et donc que s'il y a quelqu'un de contaminé, hop, l'équipe est mise en quarantaine, mais on considère quand même qu'on aimerait que les hockeyeurs au sein de leur équipe qui est leur bulle prennent le moins de risques possible et donc limitent les contacts à haut risque au sein de leur bulle. C'est pour ça que vous allez comprendre les différentes mesures qui en découlent, que oui, vous êtes une bulle, mais non, vous devez éviter le plus de contacts rapprochés quand même. Et donc la bulle, c'est l'équipe et c'est le staff, manager, coach, analyste vidéo, etc. Donc là, comme ça, vous connaissez bien le contexte. Alors, en termes de protocole, vous le recevrez de manière détaillée dans les jours qui suivent, mais les éléments importants, et ça vous le connaissez avant tout, c'est qu'au sein du club, on porte le masque obligatoirement. Donc, quand on est dehors à regarder un match de hockey, on doit avoir son masque. Je pense que ceux qui sont allés dans les clubs de hockey ce week-end ont remarqué que ce n'était pas encore le cas. Vraiment, il faut pousser vos membres et les spectateurs à porter le masque. C'est obligatoire quand vous êtes dans un club, même si c'est en extérieur, c'est obligatoire d'avoir son masque quand on regarde un match de hockey. On vous demandera d'avoir par terrain un COVID manager. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que tous les gens qui soient présents respectent les règles qu'on a mis dans ce protocole et gèrent les flux d'entrée et de sortie au sein des terrains. Donc, un responsable COVID par terrain, on sait, c'est pas facile pour vous de trouver encore des gens en plus disponibles, mais on pense que c'est nécessaire pour que le championnat puisse se dérouler jusqu'à la fin. Donc, bien organiser des flux d'entrée et de sortie par des endroits différents, si c'est possible sur le terrain. Je pense que ça doit être possible dans la majorité des clubs de prévoir une entrée sur le terrain et une sortie. Comme ça, quand l'équipe a fini son match, elle sort par un endroit et l'équipe qui entre sort rentre dans le terrain par un autre endroit. Ça permettra d'éviter qu'on se croise au maximum et de bien prévoir des flux d'entrée dans les clubs où il y a des endroits assez exigus qui fait qu'on se croisera de près. Ça, je pense que vous avez dû déjà prévoir pour vos entraînements, mais continuez à faire encore plus pour les matchs. On a décidé que les vestiaires devaient obligatoirement être fermés parce que on estime que là, on est dans un grand moment de contact à risque si on permet aux hockeyeurs de prendre leur douche ensemble et qu'en plus, ça demande beaucoup d'organisation. Si les clubs laissent leurs vestiaires ouverts, ça les oblige à les désinfecter après chaque passage d'équipes différentes. Et on s'est dit, on préfère une uniformité des vestiaires fermés dans tous les clubs. On recommande d'organiser vos briefings le plus possible à l'extérieur parce qu'organiser un briefing tout en respectant 1,50 m entre chaque personne, il va vous falloir des grandes pièces. Donc, profitez tant qu'il fait encore bon de faire vos briefings en extérieur le plus possible ou par petits groupes si c'est possible. Il faut essayer d'être créatif même si ce n'est pas l'idéal. Même si, de nouveau, les joueurs sont en contact pendant le match, pendant les phases de jeu, on aimerait bien qu'ils gardent des distances quand ils ne sont pas en train de jouer. Donc, le but est d'éviter que tout le monde s'entasse dans le logout. Donc, on vous recommande de placer des chaises à 1,50 m pour que chaque joueur soit bien distancié. Donc, ça va vous amener à avoir des chaises tout au long de la ligne du terrain, en effet. Donc, on vous laisse évidemment la possibilité
de dépasser cette zone de dugout. Évidemment, cette zone tracée au sol ne devra plus être respectée. Vous pouvez l'étendre et on vous demande donc de placer les chaises à 1,50 m et de bien, sur le banc du dugout, faire en sorte que les joueurs ne s'y entassent pas. Donc, agrandissez cette zone au maximum. Alors, on s'est posé la question, évidemment, des matchs U7, U12, où certains matins, certains samedis matins, dans certains clubs, ça réunit beaucoup d'enfants. On a reçu la confirmation qu'il pouvait y avoir autant d'enfants sur le terrain à partir du moment où les bulles étaient bien séparées. Donc, si vous avez plus de 50 enfants sur un terrain, il faut faire des bulles. C'est-à-dire faire des marquages pour bien que les enfants n'aillent pas se mélanger avec une autre bulle en autre match. Et là, aussi, de nouveau, votre Covid Manager sera très important parce qu'il devra organiser les flux d'entrée et de sortie des enfants pour qu'ils ne sortent pas tous en même temps, qu'ils sortent l'un après l'autre. Donc, ça va vous demander, c'est vrai, une organisation. Donc, comme vous l'entendez dans les médias, il faut protéger surtout les plus de 12 ans de ce virus. Donc, on encourage à ce qu'il y ait le moins d'adultes sur le terrain lors des matchs d'enfants. Donc, seul le coach et l'arbitre, bien évidemment, vont être acceptés pour monter sur le terrain avec leur équipe. Donc, en U7, U12, on diminue, si ça se faisait, le manager, on demande qu'il ne monte plus sur le terrain. S'il y avait un T2 éventuel, on demande qu'il ne monte plus sur le terrain. Sauf si c'est pour désinfecter un masque ou autre. À ce moment-là, évidemment, il faut être flexible. Comme vous l'avez lu aussi, il pourra y avoir 400 spectateurs lors d'un match de hockey. Pour vous faciliter la tâche, on fixe 400 spectateurs au sein d'un club de hockey, pas par terrain. Comme ça, c'est plus simple. C'est plus facile pour vous pour comptabiliser le nombre de spectateurs et de personnes présentes dans le club. Donc, 400 spectateurs, ça, on ne prend pas en compte les joueurs qui jouent sur le terrain. Évidemment, les arbitres et le staff qui sont sur le terrain ne sont pas pris en compte dans ce calcul des 400. C'est toutes les personnes en dehors du terrain. Évidemment, regardez bien en fonction de votre surface disponible. Si vous estimez que dans votre club, l'endroit est trop exigu, trop pas bien agencé pour avoir 400 personnes, vous pouvez limiter à moins de spectateurs, bien entendu. Alors, on a eu beaucoup de questions par rapport au carpooling. C'est une question qu'on a beaucoup débattue avec les experts. Est-ce qu'on doit l'encourager? D'une part, oui, parce que pour les petits, on aimerait bien qu'il n'y ait pas trop de parents en dehors du terrain, puisque c'est eux qui sont les plus sujets à être contaminés et à être malades. Donc, avec les experts, on a établi qu'on l'encourageait pour les moins de 12 ans, pour qu'il y ait moins de parents autour du terrain, et on conseille fortement aux parents qui conduisent de porter le masque dans la voiture. Pour les plus de 12 ans, par contre, et hélas, le carpooling n'est pas recommandé. Évitons complètement que les joueurs d'une équipe mineure fassent 1 heure de route à 5 dans une voiture, ça ne sera vraiment pas conseillé. On vous le rappelle, mais vous le savez sans doute, aucun prêt de matériel n'est autorisé. Donc, comme lors des entraînements, on continue avec la même lignée. S'il vous plaît, ne partagez pas vos gourdes. Ça, c'est vraiment élémentaire, mais c'est un vrai rappel. Il y a eu un long débat sur les masques de PC qui sont, il n'y a rien à faire, un objet par lequel le virus peut facilement transiter puisque votre masque devant votre bouche et votre nez. On a été conscient que c'était impossible d'exiger qu'il y ait autant de masques que de joueurs qui sortaient, qu'on ne pouvait pas exiger ça de chaque équipe. Maintenant, si une de vos équipes ou certaines de vos équipes ou certains clubs veulent le faire, faites-le, bien entendu, c'est le must. Mais on se rend compte que ce n'est pas possible. On l'impose pour la DH Belgique pour garder les 40 secondes pour tirer le PC. Pour les autres équipes, donc toutes les autres compétitions sans la DH, sauf la DH Belgique, on demande de numéroter vos masques et de les désinfecter avant chaque PC. Donc, on vous donnera 1 minute pour tirer le PC au lieu des 40 secondes. Et donc, par après, la règle classique s'applique. Après la minute, si vos joueurs ne sont pas prêts, le joueur qui a causé le retard reçoit une carte verte et ne peut pas participer à la phase de PC. Le joueur ne peut pas être remplacé. Donc, en résumé, un DH Belgique, chaque sorteur doit avoir son masque. Pour toutes les autres divisions,
les masques doivent être numérotés et si c'est pas le même joueur qui reprend son masque lors d'une phase de PC, il faut qu'il soit désinfecté. À vous de voir la manière la plus adaptée pour les désinfecter, lingette, spray, bain désinfectant. Il y a plusieurs solutions. Alors, pour éviter encore au maximum les contacts rapprochés pendant le match ou à son tout début, on supprime le line-up. Donc, quand on commence chaque partie, et chaque joueur est dans sa partie de terrain. Le toss s'effectue avec les arbitres et les 2 capitaines espacés d'1,50 m. C'est pas compliqué. On supprime les ball boys. Comme ça se fait désormais en international. Donc, on peut placer des balles derrière les lignes à différents endroits pour pas perdre trop de temps. Dès que le temps s'arrête, on essaye à chaque fois de garder ces distances d'1,50 m, même avec les joueurs de sa propre équipe et encore plus avec les joueurs de l'équipe adverse. On évite les contacts de moins d'1,50 m avec le corps arbitral. C'est la bonne occasion pour encore moins respecter près de nos arbitres. À la mi-temps, pendant le briefing de mi-temps, on évite de s'entasser dans les goals ou les dugouts. On utilise sa moitié de terrain et on prend de l'espace. On évite de se sauter tous dans les bras l'un de l'autre quand on marque en goal et on n'oublie certainement pas de désinfecter ses masques avant de PC. Après le match, dès qu'on sort du terrain, on remet son masque, bien entendu. Si on sort en clubhouse, on respecte les règles HoReCa. Ça veut dire qu'on n'est pas plus de 10 à table, etc. Vous pouvez les consulter sur notre site. Et on recommande de ne pas trop prolonger sa présence au club après le match parce qu'il ne faut pas être trop nombreux au sein du match. Et on sait que c'est là, dans ces circonstances-là, qu'on respecte le moins les distances de sécurité. On sait que c'est difficile, on sait que c'est pas gai pour les responsables de club de jouer aux gendarmes auprès de ses membres. On va avoir une communication via nos réseaux sociaux vers les membres pour essayer de les inciter au maximum à respecter ces mesures. Notre but, vraiment, c'est qu'on puisse jouer toute la saison. Le but n'est pas qu'on joue 3 semaines, qu'on ait tous fait la fête après nos matchs et qu'au bout de 3 semaines, on ne sache plus jouer. Non, le but est qu'on vienne au hockey pour avoir un moment sain et enrichissant et qu'on puisse y jouer toute la saison. Alors, j'imagine que vous vous posez tous la question de savoir, OK, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un de positif dans notre équipe? Donc, comme je vous l'ai dit, on a considéré que l'équipe était une bulle. Donc, dès qu'il y a un cas positif dans votre équipe, vous prévenez la Fédé, vous prévenez vos adversaires et vous ne pouvez plus participer à une rencontre dans les 14 jours qui suivent. Dès qu'il y a un seul joueur détecté positif, c'est interdit de participer à une rencontre dans les 14 jours qui suivent. Donc, quand on calcule le délai, c'est le jour du test plus 13 jours. Vous devez communiquer à la fédération une attestation médicale qui mentionne que vous avez un joueur infecté du Covid-19, un joueur ou un membre du staff. Vous devez l'envoyer à info@hockey.be dans les 5 jours de la rencontre et alors votre match sera remis. S'il y a 2 matchs pendant cette période, vous aurez 2 matchs remis. Donc ce délai, il est bien à dater du jour du test positif, ce jour-là plus 13 jours. Une fois ces 14 jours écoulés, il n'y a plus de remise possible pour ce cas de contamination, même si vous avez encore certains joueurs en isolement, certains joueurs qui n'auraient développé le virus que 6 et tout plus tard. Évidemment, à ce moment-là, il n'y a plus de remise possible. Mais ces joueurs doivent rester isolés, évidemment. Vous allez me dire quand est-ce qu'on rejoue ces matchs. Alors, on n'a pas voulu mettre de délai très court. On n'a pas voulu mettre un délai de 1 mois parce qu'on sait que pendant 15 jours, déjà, votre équipe n'aura pas pu s'entraîner. On ne peut pas vous obliger à aller jouer très rapidement dès que vous êtes autorisé à reprendre part à la compétition. Donc, vous aurez jusqu'à la fin du tour en question pour jouer vos matchs. Mais vraiment, on vous invite à les jouer le plus rapidement possible parce qu'on ne sait quand même pas ce qui va arriver. Une deuxième personne contaminée dans un mois au sein de votre équipe, l'équipe adverse qui elle est aussi en quarantaine, donc jouez-les rapidement. Normalement, ils doivent être tous joués avant la fin du tour. Vous pourrez demander aussi des exceptions s'il y a des circonstances exceptionnelles, par exemple quarantaine sur quarantaine au sein de votre équipe. Une quarantaine qui arrive juste dans les 2 dernières journées de championnat ou des cas similaires. Mais on vous invite vraiment à les jouer le plus tôt possible.
Donc, quand vous avez un joueur contaminé, vous prévenez la fédération, vous prévenez vos adversaires, vous prévenez les arbitres. C'est la même procédure qu'en cas de forfait et vous validez votre feuille de match. C'est vraiment une procédure très importante à respecter. Et s'il y a besoin de le rappeler, je pense que je l'ai dit, mais c'est en cas positif. Si vous avez quelqu'un qui est présumé positif, ça ne suffit pas pour remettre en match. Mais par contre, s'il est présumé ou s'il a des symptômes, il reste chez lui. Ça, c'est votre responsabilité en tant que club de dire, OK, on n'est pas sûr, on ne prend pas de risque. Ayez quand même toujours en tête qu'avant tout, le but, c'est qu'on soit tous en bonne santé, c'est que les championnats puissent se terminer avant la prestation du dimanche, même si c'est difficile de mettre un joueur sur le côté, même si c'est votre meilleur joueur. S'il a des symptômes, s'il s'est fait tester mais qu'il n'a pas encore le résultat, il reste en isolement jusqu'au moment où il a les résultats. Question? Aucune question pour l'instant. Je vois qu'on a demandé si les briefings se faisaient avec masque, bien sûr. Et ça, c'est une information qu'on a aussi eue lors de ces réunions avec les experts, c'est que le masque, ce n'est pas non plus à 100% sûr. Ce n'est pas parce qu'on a son masque qu'on se met tous dans une petite pièce les uns à côté des autres. On essaye, même si on a le masque, de respecter le plus de distance possible. Pas d'autres questions? Il y avait une petite précision en ce qui concerne le calendrier. Effectivement, les U7 et les U8 commencent une semaine plus tard. On va rectifier ça dans les slides. Ils commencent effectivement le 12 et pas le 5. Merci. Véronique. Le Covid Manager, c'est uniquement pour les matchs, pas pour les entraînements. Alors nous, on l'impose pour les matchs. En effet, si vous avez les moyens d'en avoir un présent également pour les entraînements, je pense que c'est recommandé, mais c'est pas imposé. Mais pour les matchs, on demande vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour gérer les flux d'entrée, de sortie des terrains, etc. Il y a Cécile qui nous dit que si le PC est de 1 minute, le temps de match est augmenté pour les matchs hors DH. Non, on n'arrête pas le temps. Donc, au lieu des 40 secondes, c'est 1 minute. On va peut-être jouer un peu moins, mais on n'arrête pas le temps. C'est pas possible, au point de vue de la programmation, de prendre ce retard. Vous savez mieux que moi que les matchs sont assez serrés, qu'il n'y a déjà pas beaucoup de temps d'échauffement. Donc, non, on n'augmente pas la durée de match. Le coaching avec masque. Si on respecte le 1,50 m, non, c'est pas obligatoire. Mais on le précisera dans le protocole. C'est vrai qu'on l'avait pas précisé, donc on le note bien pour le préciser dans le protocole et pour éventuellement redemander un aval de nos experts. Quid des oranges à la mi-temps? Excellente question. C'est bien de garder les traditions, c'est vrai. Je regarde un peu mes collègues. C'est une question qu'on n'a pas posée aux experts. A priori, si vous n'allez pas les proposer aux adversaires, peut-être éviter, hein, parce que je sais que ça se fait, peut-être les garder dans son équipe, même si c'est un peu moins fair play. Ça, c'est mon conseil. On ajoutera peut-être dans le protocole aussi. Est-ce que le Covid Manager doit toujours être le même? Non. Il peut varier de jour en jour. De demi-journée. Et de demi-journée en demi-journée, parce que si vous en avez un qui fait déjà toute une journée, est-ce qu'on a tenu compte des bulles pour la planification des matchs sur petit terrain? Donc, comme je l'ai expliqué, quand on dépasse 50 enfants sur le terrain, il faut bien, donc ça vous savez facilement calculer, hein, c'est X matchs de U7 plus U8, X matchs de U9 et U10. Il faut bien séparer les portions de terrain et faire en sorte que les enfants de la bulle 1 sortent en premier, les enfants de la bulle 2 ensuite, la bulle 3 ensuite, pour éviter qu'ils se croisent. Les joueurs sur le banc avec masque, alors pour nous, s'ils sont bien séparés à 1,50 m, c'est la même chose que pour le staff. On les laisse bien espacés d'1,50 m dans les dugouts, alors le masque n'est pas obligatoire. On a voulu vraiment privilégier la distanciation que le masque, parce que d'après les experts, c'était encore plus important. Il y a une question à laquelle on a répondu avec 400 personnes. Alors, les 400 personnes, c'est au même moment, bien entendu. Hein. Dans le club, c'est pas par jour, c'est au même moment.
Voilà, je propose qu'on continue, mais si vous avez encore des questions à venir sur le protocole Covid, on pourra y revenir, bien entendu, c'est super important. C'était aussi important pour nous qu'on vous le présente avant qu'on vous l'envoie par mail pour qu'on puisse encore compléter si nécessaire. Et donc, on a pris les quelques points. Je vois encore une question. Plusieurs Covid managers pour aussi vérifier que tous les spectateurs s'enregistrent à l'entrée. En effet, c'est peut-être nécessaire parce que si ton Covid manager il est sur le terrain en train de gérer les flux d'entrée et de sortie, il ne sait pas vérifier que quand les gens rentrent dans le clubhouse, ils s'enregistrent. C'est vrai que c'est une fameuse logistique pour les clubs. Voilà, je pense qu'on a l'essentiel des questions. N'hésitez pas, si ça revient par après, il n'y a pas de souci, on aura toujours des moments de questions à plusieurs moments. On va passer aux modifications de règlement. Donc, il y a des modifications de règlement d'affaires intérieures que vous avez votées à la dernière Assemblée générale et il y a toujours des ajustements du règlement sportif qui est voté chaque année par notre conseil, notre organe d'administration et qu'on vous présente à la réunion des secrétaires. Avant d'entamer les modifications de règlement, je vais peut-être juste répondre à la dernière question. L'enregistrement n'est pas nécessaire si les parents des joueurs sur feuille de match. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop chipoter, qu'il faut faire s'enregistrer toutes les personnes qui rentrent dans le club. Je pense qu'il ne faut pas commencer. C'est compliqué de commencer à lire. Hein, leur enfant est sur la feuille de match, donc on sera les retrouver. Je pense qu'il vaut mieux faire enregistrer toutes les personnes qui rentrent dans le club, toutes les familles, du moins, qui rentrent dans le club. Alors, pour petit rappel, si on passe au règlement, vous savez toujours que vous avez plusieurs règlements à disposition, le règlement d'ordre intérieur, le règlement sportif, mais aussi les règlements de la RBH et ceux de la LFH. Donc, les règlements de la RBH s'appliquent pour les compétitions nationales et les règlements de la LFH pour les compétitions régionales. Elles sont listées là. Oui, notez bien que, par exemple, les messieurs 35+, 45+, College League, etc., ce sont des compétitions nationales. Et donc, on applique le règlement RBH. Rien de nouveau ici, rien de nouveau aussi, c'est nouveau cette saison, mais on vous en a déjà beaucoup parlé. Les joueurs non européens, vous l'avez voté à l'Assemblée générale de 2019, on en a encore reparlé à l'Assemblée générale de juin 2020. Pour pouvoir participer au championnat de Belgianique, donc pas seulement la DH, toute la Belgianique, les joueurs non européens doivent introduire un dossier auprès de la fédération prouvant que ceux-ci résident légalement et valablement en Belgique pour que la fédération vous délivre une autorisation de participer à la Belgianique. On est le 24 août et j'ai reçu 10 demandes. Donc, je pense qu'il y a quand même plus de joueurs extra-européens que ces 10 joueurs en Belgique. Donc, s'il vous plaît, introduisez votre dossier rapidement. Ça concerne les joueurs qui n'ont pas de nationalité européenne. Donc, vos joueurs qui ont une double nationalité, par exemple argentine, italienne, n'ont pas besoin d'autorisation. Ça concerne vraiment les joueurs qui n'ont pas de nationalité européenne. Aucune. Je vous rappelle que donc vous devez introduire le dossier avec le formulaire que je vous ai envoyé par mail. Je peux vous le réenvoyer si vous ne le trouvez plus, qui vous demande de lister toute une série de documents que vous devez nous retourner. Ça arrive que les documents ne soient pas complets, donc on vous demande de compléter. Ça prend un peu de temps. On a prévu dans les règlements qu'on avait 15 jours pour vous répondre parce que ça prend du temps, nous, de les analyser. Hein. Chaque situation est particulière, ça nous prend du temps. On fait notre nécessaire pour vous donner l'autorisation bien plus vite. Jusqu'à présent, on a pu vous la délivrer à chaque fois rapidement pour les dossiers déjà introduits. Mais si demain, on a 100 demandes, voilà, ça va prendre du temps. Et le championnat, il commence bientôt. Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous à introduire vos dossiers parce que si vous jouez avec un joueur non européen qui n'a pas reçu son autorisation, ce sera un forfait. Donc, ce serait vraiment dommage. Après, si voilà, vous n'avez pas tous les papiers prêts pour le premier match de championnat, c'est pas grave, il ne participe pas à la première journée.
Si vous avez tous les papiers pour la deuxième journée de championnat et vous avez reçu notre autorisation, il peut participer. C'est pas que les documents doivent être rentrés avant le début du championnat, ça doit être rentré avant que le joueur en question participe à une rencontre. Donc, on a beaucoup de questions sur les doubles nationalités. Vérifiez bien s'ils ont bien la double nationalité. S'ils ont la double nationalité, encodez-les dans Sporting. Si vous avez en italien, argentin, vous nommez dans sa première nationalité dans Sporting sa nationalité européenne et sa deuxième nationalité extra-européenne. Ça n'empêche, cette règle n'a rien à voir avec le NOC. Le NOC reste obligatoire pour tous les non-belges ici qui participent à la Belgique. Donc, en résumé, c'est obligatoire pour tous les joueurs extra-européens qui jouent en Belgian League, quelle que soit leur situation, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient sportifs professionnels, qu'ils soient en Belgique depuis 20 ans, ça ne change rien. Tout le monde doit le faire s'il participe à la Belgian League, même s'il n'est pas rémunéré par le club. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment le but ici, c'est de vérifier que les joueurs extra-européens résident valablement et légalement en Belgique. On vous le rappelle, si on a mis cette règle en place, c'est pas pour nous donner du travail supplémentaire et vous donner du travail supplémentaire, c'est pour vous protéger parce que beaucoup de clubs nous rapportent qu'il y a de plus en plus de contrôles sociaux et fiscaux coordonnés. Et ça fait des malheurs si on a des joueurs extra-européens qui ne séjournent pas légalement dans votre club. N'oubliez pas, les visas touristiques, ça ne fonctionne pas. Donner en joueur extra-européen qui est ici en visa touristique, en logement à disposition, une voiture, lui payer ses billets, c'est considéré comme de la rémunération et il ne peut pas travailler s'il est en visa touristique. Donc, n'oubliez pas, j'attends vos dossiers dès demain. Alors, chaque année, on revient avec les licences coach. Vous savez, comme c'est important pour le développement du hockey que vos coachs soient formés. Pour y arriver, il y a souvent eu les récompenses à la formation et on arrive d'année en année, plus à la récompense, mais un peu au bâton, où on vérifie que vos coachs sont bien diplômés. Donc, c'était déjà d'application pour les divisions Belgian League DH et D1. Ça s'étendait à partir de cette année. Ça fait déjà quelques années qu'on vous avait prévenu. Pour la DH Belgian League, c'est au niveau éducateur pour vos entraîneurs. Donc, ils doivent prouver qu'ils ont obtenu le diplôme pour le 31/12/2021. C'est pas une erreur, c'est bien le 31/12/2021. On vous a laissé plus de temps parce qu'on sait que avec la crise du Covid, certains de vos entraîneurs n'ont pas su passer les cours généraux à l'ADEPS et qu'il y aura encore un peu de temps avant que les cours généraux soient réorganisés à l'ADEPS. Donc, on vous laisse jusqu'au 31/12/2021. Comme Joy vous l'a signalé, l'ADEPS permet maintenant qu'on suive la formation spécifique, même si on n'a pas eu la formation ADEPS. Donc, poussez vos clubs à s'inscrire aux formations spécifiques et ils feront la petite partie à l'ADEPS, petite, à la fin. Mais avant le 31/12/2021. La sanction, c'est une amende de 1 250 €. Donc, c'est au prorata du nombre de matchs joués sans coach ou avec un coach non diplômé. Donc, ne mettez pas personne sur la feuille de match, ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous jouiez avec un coach non diplômé. Et on vous rappelle, normalement, si vous n'avez pas de coach sur la feuille de match, il n'y a personne qui peut être debout dans la zone de GOAT en train de donner des instructions aux joueurs. En D1 et D2 Belgian League, votre coach doit être initiateur. Et là, par contre, vu que c'est quand même moins difficile pour obtenir les diplômes, vous devez apporter la preuve du diplôme pour le 30 juin 2021 avec la même amende que pour l'ADH. Et pour les U14, U19 qui évoluent en national, le coach doit avoir un diplôme initiateur. Preuve à apporter aussi pour le 30 juin 2021. Alors, si vous avez plusieurs équipes qui évoluent en national dans la même catégorie d'âge, dans le même sexe, donc si vous avez deux équipes en national en U14 Girls, par exemple, un diplôme suffit. La sanction est un peu moins grande, c'est une sanction de 300 € qui est aussi appliquée au prorata. Et si et seulement si l'équipe a joué plus de 25% des rencontres sans coach ou avec un coach non diplômé. Donc, bien vérifier que vous inscrivez le coach dans le libellé coach sur la feuille de match. Et surtout, prenez contact avec Joy et Virginie, nos responsables formation au sein de la LFH. Si votre coach n'est pas encore diplômé, il a encore le temps de suivre le processus de formation. Vous pouvez retrouver sur notre site toute la partie Coach Academy a bien été updatée. Vous retrouvez le tableau avec les obligations. Comment on fait pour se former? Comment est-ce qu'on peut obtenir une licence coach? C'est une sorte d'équivalence. Tout est expliqué.
si on veut valoriser une expérience qui permettrait de ne pas suivre des cours, mais il y a surtout le calendrier des formations qui est en ligne. On vous rappelle que ces formations sont le plus flexibles possible, avec une partie en e-learning, une partie sur le terrain. Vous pouvez l'organiser au sein de votre club, avec uniquement vos coachs si vous en avez assez. Donc, vraiment, prenez contact. Je vous invite à prendre contact avec Virginie et Joy le plus rapidement possible, parce qu'il est encore temps, en fait. Si vos coachs ne sont pas formés, ils savent encore l'être d'ici la fin de la saison. Et puis, ce sera une vraie plus-value pour vos joueurs, je pense. Je vais recéder la parole à Benoît. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y en a peut-être déjà quelques-unes, je peux peut-être y répondre. Alors, j'ai la question de savoir si il faut aussi une autorisation pour participer à la Belgian League pour les coachs. Non, c'est uniquement pour les joueurs pour l'instant. Est-ce que les formations en néerlandais sont reconnues en LFH? Oui, bien entendu. Et ça, il faut demander une équivalence auprès de John, je pense, ou Virginie. Alors, et l'inverse, ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais les formations LFH sont reconnues aussi du côté BHL. J'ai encore une question. Le masque des joueurs dans les deux golfs, donc là, on revient sur le protocole. On applique la règle de 1,50 m ou l'obligation de Bruxelles. Les deux. Donc le masque et 1,50 m. Je pense qu'on va peut-être encore en débriefer, mais on va voir si, et ça vous le relirez dans le protocole et on vous le remettra dans le contenu du mail, si pour les joueurs sur le banc, on impose ou pas le masque, parce que ça sera en effet compliqué si à Bruxelles il le faut, pas ailleurs, etc. Donc ça, on va vous revenir sur ce point. On l'a bien noté. Je vois que Christophe y a déjà répondu par rapport à la question de Patricia. Le NOC et l'autorisation de participer à la Belgian League, c'est pas la même chose, notez-le bien. Le NEC, c'est un document qui est délivré par la Fédération d'origine du joueur. L'autorisation dont je parle, c'est des documents qui prouvent que votre joueur extra-européen réside légalement et valablement en Belgique. Ça n'a donc rien à voir. Voilà, je pense que je peux céder la parole à Benoît. Voilà, le prochain point, c'est le changement des sanctions pour les cartes rouges et les cartes jaunes. Donc précédemment, en fait, quand on avait une carte rouge ou une troisième, quatrième, cinquième ou sixième jaune, la sanction se faisait le week-end d'après ou lors de la prochaine rencontre. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez une carte le samedi et qu'il y a un match de rattrapage le mercredi, vous ne jouez pas le mercredi et vous pouvez jouer le week-end d'après. Maintenant, en fait, la sanction est d'application directement pour n'importe quelle rencontre qui suit. Et ce, jusqu'à la fin de la prochaine rencontre de l'équipe avec laquelle le joueur a reçu une carte donnant lieu à une suspension. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si un U19 se prend une carte en mineur, il faudra attendre que cette équipe mineure ait joué son prochain match pour que la sanction se termine. Je prends l'exemple souvent en U19 Boys, justement, parce que ce sont souvent eux qui jouent aussi bien en jeune qu'en adulte. Donc, si par exemple on a un match à 15 h, il se prend une rouge ou bien une troisième ou quatrième jaune, en fait, il ne peut pas jouer avec les U19 Boys directement après. Le lendemain, il ne peut pas jouer avec les messieurs, que ce soit en mineur, que ce soit l'équipe première. Et donc, il faut attendre la fin de la prochaine rencontre des U19 Boys 1 avant qu'ils puissent rejouer avec éventuellement les U19 Boys 2 ou le lendemain avec l'équipe première. Il y a une possibilité de levée partielle de la suspension automatique dans le cas où vous avez un U19 ou un jeune qui a pris une carte, souvent en U19 fin du mois d'octobre, il ne joue pas pendant les vacances de Toussaint et aimerait aller jouer en mineur, alors on peut lever la suspension pour le temps des rencontres qui ont lieu pendant les vacances de Toussaint. On voit également dans
les boules que vous avez à côté des joueurs dans l'application, on voit aussi directement que la personne aura une boule rouge et est donc interdit parce qu'il aura une suspension. Bien entendu, ça va être que valable si la feuille de match a été validée précédemment et que naturellement la carte a été mise sur la feuille. Mais ne vous détrompez pas, c'est les règlements qui priment. Donc, si vous dites après, oui, mais la boule était verte, oui, mais le joueur sait qu'il a eu une carte rouge, donc il sait qu'il ne peut plus jouer. Et s'il a eu sa 3e ou 4e, il sait voir ça dans ses statistiques, et puis il sait bien le nombre de cartes qu'il a pris, il n'a qu'à pas jouer. Donc ça, c'est très, très, très important. Et en plus de ça, nous avons parfois des cas en mineur où on ne met pas la carte sur la feuille de match, mais alors l'équipe adverse nous le signale en début de semaine, et donc dans le même cas, si du coup le joueur a été joué à un autre match, c'est donc forfait. Donc je prends par exemple une personne qui a été jouée en mineur et qui est réserve avec l'équipe première l'après-midi, ben, ce sera un forfait pour l'équipe première. Donc faites bien passer ce message à vos membres. Slide suivant. Les dérogations, il y a un changement. En U11, avant, quand on était U11, on pouvait automatiquement jouer sans dérogation en U14. Mais maintenant, on doit faire une demande de dérogation médicale et parentale auprès de la fédération avant de pouvoir jouer en U14. Junior Ladies, on a un peu ouvert la possibilité maintenant de pouvoir jouer quand on a 29 ans, mais qu'on va avoir son anniversaire avant la fin de l'année, donc avant le 31 du 12, on peut participer en Junior Ladies. Donc, c'est plus la date de naissance, mais donc, si jamais la personne va avoir 30 ans avant la fin de l'année, il faut demander une dérogation auprès de la fédération. Donc, c'est juste dire, voilà, elle va jouer en Junior Ladies, elle a 29 ans, son anniversaire, c'est le 11 novembre, et nous, on donne, à ce moment-là, on introduit dans Sportlink une dérogation et vous pouvez la mettre sur la feuille de match. La règle suivante existait déjà pour les Junior Ladies et a été maintenant étendue vers les Gents et les Ladies. Il est interdit d'aligner un joueur ou une joueuse ayant une qualification d'une équipe qui évolue en Belgian League ou en Open League nationale. Donc, ça arrive que parfois, vous voyez l'équipe adverse où il y a une fille de l'autre équipe qui a un joli nom avec un numéro. Souvent, c'est quand même quelqu'un d'une équipe assez élevée de l'équipe adverse. Donc, c'est interdit de pouvoir, si jamais les filles ou les garçons ont une qualification Belgian League ou Open League nationale, il est interdit d'aller jouer en Gents Ladies et en Junior Ladies. Attendez, là, slide suivant. Les qualifications. Comme vous savez, c'est obligatoire dans les catégories pour la Belgian League, l'Open League et les mineurs. Il faut remplir, comme chaque année, un noyau de minimum 14 joueurs ou joueuses par équipe. Et ils seront, donc, comme vous avez vu dans le slide, au début, nous avons pour l'Open League LFH2 et pour les mineurs en VHL 3B, l'obligation de déjà avoir l'équipe pour ce mercredi. Donc ça, c'est très important, notez bien. Et ensuite, nous allons bloquer à partir du 3 septembre, donc c'est le jeudi 3 septembre, sauf pour l'ADH, mais je reviendrai là-dessus plus tard sur un autre slide. Alors, nous avons simplifié les requalifications parce que chaque année, nous avons des questions sur, oui, mais un U19 qui n'est pas dans une équipe, quand est-ce qu'il s'est requalifié? C'était 4 fois avoir été sur une feuille de match la 5e fois. Ah oui, mais j'ai quelqu'un qui joue seulement sa 5e fois en novembre. Comment ça se fait qu'il a été requalifié? Parce que la règle disait qu'on était requalifié à partir de la 5e journée.
Il y avait des gens qui étaient, après 2 week-ends, avaient déjà joué 5 fois, n'étaient pas requalifiés et c'était une chose assez complexe. Donc, on a proposé, ça a été voté, de simplifier la règle et de dire que voilà, après 5 fois, on est requalifié. Donc, un U19 qui joue en septembre, en novembre, en février, en mars et en avril, il sera que requalifié après avoir joué cette rencontre en avril. Quelqu'un qui joue le premier week-end 3 matchs et qui joue le deuxième week-end 2 matchs sera requalifié après la 5e fois que cette personne a été sur une feuille de match. D'accord? Comme vous savez, depuis, je pense, février, il y a la liste qui est disponible dans Sporting Club où vous pouvez retrouver toutes les qualifications actuelles. Et quand la compétition va commencer, les nouvelles qualifications des joueurs. En fin de compte, dernière petite remarque sur les qualifications, le forfait général, les joueurs de l'équipe en question gardent leur qualification. Donc ça, c'est très important à savoir. Faites attention quand vous avez plusieurs équipes dans une même division, je parle surtout en mineur. Faites très attention de voir quelle équipe, pour quelle équipe vous donnez forfait, parce que ça a une implication directe. Donc je prends par exemple, si vous avez votre équipe première et vous avez votre équipe 2 qui se trouve en Open League nationale, vous donnez forfait avec votre Open League nationale régionale 2, ça veut dire que les personnes qui jouent dans votre équipe 2 ne peuvent pas aller renforcer les joueurs de l'équipe 4. Adaptation des compétitions en jeunes, U7 et U8. Nous avons signalé que à partir de cette année, les U7 vont jouer 3 contre 3 avec 4 goals et les U8, on reste encore une année à 4 contre 4 vu que l'année passée, vos équipes étaient déjà constituées de au moins 4 joueurs en U7 et nous allons jouer maintenant aussi avec 4 goals. Nous avons changé les pictogrammes qui sont disponibles sur le site de la fédération. Donc, comme je viens d'expliquer, on fait le passage de 3 contre 3 en U7. En U7 et U8, il y a 4 goals à la place de 2. En U9, il n'y a plus de classement. Donc, ni les résultats, ni les classements seront visibles dans l'application. Et pour les U10, U11 et U12, toutes les équipes évoluant en LFH1 joueront au second tour en national. Un petit rappel, mais ça n'a pas changé par rapport à l'année passée, c'est-à-dire que nous donnons le droit sur les petits terrains à chaque coach d'avoir un time-out par match. Un par match. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez, en tant que coach de U7, mais également en tant que coach de U12, demander à l'arbitre d'arrêter la rencontre. Vous avez 30 secondes. Et ceci, c'est sans arrêt de jeu. Donc, vous signalez, voilà, je fais un time-out, mais le temps continue à tourner. Et alors, on ne fait pas de demande dans les 5 dernières minutes de la rencontre. En U7, U8, mais ça existe déjà depuis des années. Nous avons le Gentleman Agreement pour le kick et backstick et je vous propose surtout en U8, seconde partie de saison, de vraiment faire de plus siffler les backsticks et les kicks. Mais voilà, arrangez-vous avec l'équipe adverse. Soyez très clairs là-dessus parce que parfois ça engendre des frustrations. Des questions? Ah oui, il y a d'abord une question sur les coachs diplômés. Patricia ne s'y retrouve pas avec les dates. Donc l'idée c'est qu'on va contrôler en fin de championnat pour la D1, D2 et pour les jeunes. On va regarder au 30 du 6, est-ce que le coach qui a été régulièrement sur la feuille de match, est-ce qu'il a son diplôme?
Donc, il peut l'obtenir encore le 29 du 6. Et le coach éducateur pour l'ADH, il peut encore l'obtenir le 28 décembre. On regardera la situation à ce moment-là et on reviendra sur l'ensemble des matchs qui ont été coachés. Donc, c'est ça. En fait, on vous laisse jusqu'à la fin de la saison pour vous mettre en ordre. Alors, les dérogations doivent peut-être demander combien de temps à l'avance. Je ne sais pas de quelle dérogation spécifique on parle. Si on parle des dérogations jeunes, ma collègue Émilie vous a déjà envoyé quelques rappels. On n'en a pas eu encore énormément non plus. De nouveau, il n'y a pas un délai, mais si vous les envoyez tous le vendredi avant le match à 18h, c'est pas sûr que vous les obtiendrez. Et on ne peut pas jouer si on n'a pas eu la dérogation. Donc, prenez vos précautions et envoyez-les bien à l'avance. C'est pour toi, ça, Benoît. Pour quelle date doit être fait le noyau des messieurs 1 du parc? Donc, je reviendrai là-dessus, mais le parc joue en Belgian League et il commence le 6, si je ne me trompe pas. Donc, le noyau doit être fait pour le 2 au plus tard, mercredi 2 septembre. Et le système sera bloqué le lendemain. Comment et où on a introduit le noyau de 14 joueurs pour la Belgian League? Sur Twisit est OK. Non, vous pouvez le faire sur Twisit, mais alors vous synchronisez de telle sorte que ce soit à jour dans Sportlink, que c'est Sportlink qui est la base, qui est le logiciel officiel. Donc, je sais qu'il y a un bouton de synchronisation du côté de Twisit. Mais vérifiez bien que tout passe parce qu'on a déjà eu des blagues les années. On a eu pas mal de cas l'année passée d'affiliation en fait dans Twisit non validé dans Sportlink. Donc vérifiez toujours bien que ce que vous faites dans Twisit est bien passé dans Sportlink et surtout pour des histoires de noyaux et d'affiliation. Surtout pour les histoires d'affiliation où on a l'année passée eu pas mal de cas où des gens se sont inscrits après le mercredi, après le début du championnat. Et donc, ils ne pouvaient plus jouer en Belgian League. Parfois, s'il s'agit d'un joueur de l'équipe 2 et on n'a pas fait attention, il vient d'un autre club et alors on a introduit peut-être à temps dans Twisit, mais c'est jamais arrivé jusque dans Sportlink, donc c'est très très important. Ça veut dire quoi 4 goals pour les U7, U8? Ben, au lieu de jouer avec 2 goals, on en met 4, comme vous pouvez voir sur le slide ici. C'est expliqué, donc 4 goals de 2 mètres placés sous la ligne de fond, à 4 mètres de la ligne latérale, sur un 8e de terrain. Oui. Alors, en Belgian League, on peut quand même encore affilier des joueurs jusqu'au mercredi qui suit la première journée du championnat. On est d'accord? Oui, oui, donc effectivement. Donc, le noyau, on demande vos 14 joueurs de les envoyer le mercredi avant le début du championnat, mais vous pouvez encore inscrire des joueurs jusque le mercredi après le début du championnat. Et donc, rajouter ce joueur dans l'équipe première ou l'équipe 2 ou l'équipe 3, ça dépend hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Dans le cas où on a 2 équipes dames, une fille qualifiée 2 joue ses 5 matchs avec son équipe, mais aussi 5 renforts en équipe 1, sa qualification reste bien le 2. Alors, non, un match égal, donc si vous jouez 5 fois avec la 1 et 5 fois avec la 2, vous êtes requalifié 1. OK. Que se passe-t-il si un noyau n'est pas complet à 14 joueurs? Alors, il y a une amende de 75 € qui est liée aux noyaux qui ne sont pas remplis, un minimum 14 joueurs. Moi, j'aurais peut-être juste une précision à ajouter par rapport aux questions qui sont posées pour les coachs et les exigences de diplôme.
Joy a déjà envoyé, je pense, 1 ou 2 mails. Évidemment, c'est important aussi pour qu'on ait maintenant une bonne vision des coachs que vous avez désignés pour vos équipes jeunes, notamment U14, U16 et U19, pour qu'on puisse le plus vite possible analyser ces coachs, voir ceux qui sont déjà en ordre d'une manière ou d'une autre, et ceux qui ne le sont pas, pour qu'on puisse les contacter ou qu'on puisse vous contacter pour proposer des formations, pour ne pas arriver au mois de mai ou voire au mois de juin avec une liste de coachs qui n'ont pas pu passer leur formation et où il y aura un problème. Je pense que c'est important. Bon, c'est bien qu'en début de saison, tous les coachs ne sont pas encore partout désignés, mais surtout en division nationale, je suppose que c'est quand même quelque chose qui est bien planifié à temps. Et donc, si vous pouvez confirmer ces informations auprès de Joy, ça l'aidera aussi dans son travail d'analyse des formations à planifier. Alors, encore une question. Est-ce que les qualifications sont calculées en temps réel au fur et à mesure du week-end? Oui. Ça, c'est depuis qu'on est sur Sportlink, c'est comme ça. Donc, c'est calculé en temps réel. Et on verra. Et donc, en fait, vous savez aussi bien être qualifié vers le haut que vers le bas. S'il n'y a plus de questions, ou on en verra peut-être encore tout à l'heure, nous passons à la compétition. Première communication, le slide qu'on sort chaque année. Il y avait un net progrès l'année passée, je veux dire il y a fin de la saison 2018-2019. Par contre, c'était un peu catastrophique cette année-ci. Est-ce que c'est dû au coronavirus? Je ne sais pas, mais on a eu quand même pas mal de coups de fil de membres directement à la fédération et également des mails. Et dans 90% des cas, c'était chaque fois des informations qu'ils auraient pu demander chez vous. Alors, je sais que certains secrétaires font passer le message, il y en a qui ont même écrit ça dans leur signature, mais malgré ça, il y a des gens qui continuent à le faire. Et bien entendu, parfois, il y en a qui s'amusent à le faire, malgré qu'ils connaissent bien la règle qui a été dite par le secrétaire. Donc, en fait, c'est uniquement pour secrétaire et président, on est coulant quand c'est un directeur sportif ou un responsable jeune. Quand on a un membre qui, comme aujourd'hui, me téléphone pour demander que c'est quand même pas normal, que les gens ne sont pas encore programmés. Alors, faut gentiment expliquer que l'information est auprès des secrétaires. Et très bien. Date importante, comme je vous avais dit, je reviens dessus. Donc, pour l'inscription de la Belgian League, on parle de l'inscription, on ne parle pas des noyaux, c'est au plus tard le mercredi qui suit donc le début du championnat selon les règlements. Et donc, c'est le 9 septembre 2020, mercredi. Et il faut absolument avoir l'activité outdoor. Donc, ce n'est pas un membre qui est inscrit en tant que non-joueur ou récréatif, non. Il doit avoir l'activité outdoor au plus tard le 9 septembre 2020. Pour la DH, la Belgian League en messieurs et dames, c'est bien entendu le 16 septembre 2020, même s'ils ont déjà joué 2 rencontres, parce qu'il y aura une rencontre fin de semaine, soit le 10 pour les dames, soit le 11 pour les messieurs, un jeudi et vendredi, et ensuite le dimanche, mais c'est bien le mercredi 16 septembre qui est la dernière date pour inscrire en outdoor les joueurs qui puissent jouer dans votre équipe première. Les noyaux pour les adultes, c'est au plus tard le mercredi qui précède le début du championnat. On va bloquer ça. Ce sera bloqué à partir du jeudi 3. Ce sera bloqué également pour la DH, mais comme on l'a fait l'année passée, je crois qu'on a eu une ou deux demandes. À ce moment-là, on accepte bien entendu de pouvoir encore mettre des joueurs dans les équipes quand il s'agit d'équipes de joueurs pour les noyaux de la DH en Belgique. Rappel, comme chaque année, on a bien 1 ou 2 cas. On ne peut pas jouer à l'étranger et en Belgian League
pour tout joueur qui donc joue le 1er septembre, à partir du 1er septembre 2020, à l'étranger, ne peut pas venir jouer en Belgique. L'inverse est possible en fonction du pays. Donc en fait, nous, on ne se préoccupe pas si un joueur ou une joueuse joue la première partie de saison avec votre équipe première, ensuite part à l'étranger et joue, disons, aux États-Unis, juste pour le reste de la saison, ça ne nous concerne pas. C'est au moment où cette personne part à l'étranger pendant la trêve, va jouer dans son pays et revient pour le second tour, qu'à ce moment-là, la personne ne peut plus jouer en Belgique. Donc, faites bien passer le message. L'exception est naturellement les Erasmus, mais vous devez introduire les documents valables au moins 20 jours avant la reprise du joueur en championnat belge. Et il faut avoir l'autorisation préalable du CEO de la RPH qui doit donc vous donner cette autorisation. Et n'oubliez certainement pas que votre D3, c'est un championnat belge à Ligue. On a eu quand même pas mal de cas l'année passée où en 3e division, les joueurs n'étaient pas inscrits pour le mercredi qui suivait le début du championnat. Et les clubs nous disaient, oui, mais on parle ici du D3, c'est récréatif. Vous êtes inscrit dans un championnat belge à Ligue, les joueurs doivent être inscrits pour cette date. Et il n'y a aucune dérogation, aucune tolérance possible. Donc, c'est très malheureux pour les joueurs concernés. Donc, faites vraiment bien attention. C'est compliqué quand vous avez des nouveaux joueurs, c'est sûr, mais faites bien attention. Alors, on a une petite question de la part de Edwin. Est-ce qu'un joueur à l'étranger en indoor peut jouer en D2 Belgian League? Oui, donc en fait, on ne prend pas en compte le fait que, parce qu'on en a chaque année des joueurs qui partent pendant la saison salle et qui vont jouer dans leur pays en salle. Ça n'a aucun problème. Ce n'est pas en compétition outdoor. Donc, c'est deux choses complètement scindées. Oui, et n'oubliez pas aussi à ceux qui viennent parfois comme des renforts dans votre équipe Belgian League et parce qu'ils ne sont pas assez en week-end et on va chercher dans l'équipe 2 ou 3 et en fait, on ne fait pas attention qu'ils n'étaient pas affiliés à temps. Faites bien aussi attention à ces cas-là. On n'y pense pas toujours. Le calendrier, la programmation, comme vous avez pu constater, comme vous avez reçu le message des Gents Ladies, Junior Ladies, sera disponible la fin de ce mois. Pour votre information, le début du championnat Gents commence le lundi 7 septembre et en Junior Ladies ou en Ladies le lundi 14 septembre. La journée sans voiture, pas oublié, surtout pour les mineurs, prenez à temps vos dispositions si jamais vous voulez remettre la rencontre, essayez de trouver des dates à l'avance. Forfait général, il faut que vous avertissez les 5 prochains adversaires après accord de la fédération. Nous avons chaque année des clubs qui donnent un forfait, qui envoient à tous les adversaires, mais qui n'ont pas encore eu l'accord de la fédération pour ce forfait. Alors, les heures ne sont pas définitives sans avis officiel de la fédération, qui est un mail qui est envoyé vers le secrétaire et les messages dans l'application. C'est très important parce que parfois nous avons des secrétaires qui nous envoient un mail en disant oui, la rencontre du 11 novembre à 8h30 pour aller jouer à Knock, c'est quand même pas faisable. Donc, suivez ça de près. Vu la crise du corona, on a perdu un peu de temps dans toute la programmation parce qu'on a dû changer notre fusil d'épaule pour pas mal de choses. Les horaires sont fixes pour l'instant jusqu'au dimanche 11 octobre. Et dès qu'on aura terminé la programmation des Gents Ladies et Junior Ladies, on va pouvoir rapidement terminer jusqu'à la fin du premier tour. Outdoor for Fun, on a commencé l'année passée, on continue cette année. Donc, c'est des rencontres destinées à des joueurs complètement débutants, plus on fait une formation des parents et encadrants en même temps. Nous avons fait ça l'année passée, je crois déjà 2 ou 3 reprises, et les rassemblements se font le dimanche matin de 10 à midi. L'année passée, on avait 2 catégories, on avait les U7 jusqu'à U9
sont des catégories chaque fois mixtes, donc garçons-filles. On jouait 3 sur 1 quart de terrain avec 100 gardiens de but. Et on avait la catégorie U10 à U12, qui était 6 contre 6 sur 1 quart de terrain sans gardien de but. Ce qui est nouveau à la LFH, c'est la catégorie U15, qui est 7 contre 7 sur un demi-terrain avec gardien de but. Donc, il s'agit ici de joueurs récréatifs, des joueurs qui n'ont pas encore joué en compétition. Donc, c'est une compétition qu'on met sur pied dans l'activité de jeu récréatif. Donc, c'est quelqu'un qui est outdoor, ne sera pas être sur une feuille de match de ces championnats-ci. On expliquera aussi aux parents comment fonctionne l'application. Donc, tout ça est expliqué à ce moment-là aussi. Et nous avons 3 sessions qui sont déjà planifiées par catégorie. Donc, les U7 jusqu'à U12, c'est du 25, 10, vous voyez les dates. Là, et pour les U15, c'est chaque fois la semaine d'avant. On a envoyé déjà un SurveyMonkey pour les inscriptions. On vous enverra encore des détails. Et il y a une question qui pose si on fait du outdoor for fun également au second tour. Oui, c'est bien entendu prévu, mais on le fait par demi-tour parce que comme ça, ça permet aussi d'avoir des nouveaux inscrits ou d'avoir moins d'inscrits parce qu'ils ont tous adoré la première partie et ils se sont inscrits en compétition en seconde partie. Oui, le but de l'Outdoor for Fun, c'est réellement qu'ils découvrent la compétition au premier tour et qu'ils s'inscrivent au deuxième tour en championnat régulier. Parce que sinon, en fait, au deuxième tour, s'ils font deux fois les sessions, ce seront les mêmes sessions pour les encadrants et les parents. Donc, le but, c'est que normalement, des joueurs ne font qu'une session, enfin, 2-3 fois d'Outdoor for Fun. Et une participation, une inscription, c'est une participation aux 3 sessions. Alors, on me pose une question dans Sportlink. Quelle est la différence entre un membre qui a l'activité récréative ou qui n'a pas d'activité de jeu? J'aimerais, Isabelle, que tu me précises, dire une différence de quoi? En fait, quand on a l'activité de jeu outdoor, c'est pour pouvoir être sur des feuilles de match outdoor. Indoor, c'est pour être sur des feuilles de match indoor. Récréatif, c'est tous les personnes qui font des entraînements ou parfois des matchs amicaux, mais qui jouent pas en compétition. Et des gens qui n'ont pas d'activité de jeu, c'est souvent des entraîneurs ou des arbitres ou des coachs ou des managers. Alors, la question de Véronique Robert, c'est pour des U6 qu'on monterait en U7 au deuxième tour. Je suppose que tu parles du Outdoor for Fun. Oui, par exemple. Par exemple. Mais on sait normalement, U6, c'est peut-être un peu petit. Ça, il faut peut-être voir avec Émilie et lui poser la question. Si les U6 sont aussi permis. Je crois qu'il vaut mieux voir avec Émilie pour qu'on ait quand même des groupes plus ou moins homogènes. Je poserai la question directement à Émilie, si tu veux bien. Par contre, je suppose que tu sais qu'en championnat, on peut, en tant que U6, participer au championnat de U7. Isabelle qui précise la portée de sa question. Au niveau financier, d'accord. Isabelle, merci pour avoir précisé. Donc, quelle est la différence? Au niveau financier, il n'y a pas de différence, c'est le même montant, qu'on soit récréatif, para-hockey ou non-joueur, donc c'est-à-dire sans activité de jeu. C'est bien entendu différent pour l'activité de jeu outdoor et indoor. Alors, et petite précision, les inscriptions pour l'Outdoor for Fun, c'est pour le 20 septembre. Hein. Vous avez encore le temps. Est-ce qu'un membre non-joueur est assuré s'il participe à un tournoi familial au club? Oui, parce qu'il est
membre à la fédération, donc il est assuré, et également pour des tournois familiales au club, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, j'ai eu la question cette semaine de dire, oui, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment si oui ou non, il sera revenir ou s'il va à l'étranger, à ce moment-là, il n'est pas assuré parce qu'il n'est pas membre à la fédération. Et pour participer à l'Outdoor for Fun, il faut au minimum être membre récréatif. Oui, pour participer à l'Outdoor for Fun, il faut avoir une activité outdoor. Non, justement pas outdoor. Parce que outdoor, on considère que vous jouez en championnat. Donc, il faut être récréatif. C'est tout. C'est l'activité de jeu récréative. Comme il faut être outdoor pour pouvoir jouer en compétition, il faut être récréatif pour pouvoir jouer en outdoor for fun. Alors, on continue. Un message que vous avez également déjà reçu plusieurs fois, extension d'examen théorique obligatoire pour pouvoir jouer en U14, U16 et U19. Donc maintenant, on prolonge avec les U14 et on vous promet, on arrête là. On ne va pas descendre plus bas parce que c'est sur des plus petits terrains. Donc, il faut disposer, vous voyez les années de naissance d'un examen d'arbitrage pour pouvoir jouer. C'est pour toutes les années que vous voyez là. Et c'est à partir du second tour pour les joueurs nés en 2008, donc c'est-à-dire les premières années U14. Également, à partir du deuxième tour pour tous ceux qui s'affilient, on précise première inscription. Donc pas si par exemple vous venez d'un autre club, vous dites ah oui mais il vient de s'affilier chez nous. Non, non. On parle d'une personne qui s'affilie pour la première fois au hockey. Les sanctions, ça vous connaissez. Et pour les U14, on ne va pas faire d'amende au mois de septembre. Petit changement, plutôt grand changement côté équipe nationale en U14, U16 et U19 avec l'index. Ça a pour conséquence que suite à cette nouvelle structure de championnat de national 1A et 1B, on le savait à l'avance, on avait trop peu d'arbitres nationaux qui seront disponibles pour siffler les rencontres et le comité d'arbitrage a décidé que les rencontres seront arbitrées par un arbitre national et par un arbitre club umpire du club qui reçoit. Donc, c'est l'équipe qui reçoit, qui doit fournir en national U14, je précise, en U14 1A et 1B. En U14 national 2, c'est d'office un arbitre de chaque club qui doit arbitrer la rencontre. Et vous avez jusqu'au deuxième tour pour vous mettre en ordre côté club umpire pour tout renseignement. Vous avez la personne de contact que vous connaissez peut-être, mais que vu le coronavirus, il est arrivé en plein confinement, donc la plupart d'entre vous ne l'ont probablement pas encore rencontré. La preuve, c'est même moi, je ne l'ai pas encore rencontré non plus. E-learning, on va avoir un changement bientôt de nouvelle méthode d'inscription qui va se faire via Sportlink Club. Vous êtes plusieurs responsables de Drillster, je ne dis pas que c'est des secrétaires, mais qui ont des difficultés à nous faire ou à montrer que certaines personnes ont réussi. Et tout ça, c'était parce que les deux systèmes étaient dissociés l'un de l'autre. Ici, en fait, maintenant, le matricule va être intégré automatiquement dans le processus. Donc, c'est-à-dire que il y aura une liste automatique des personnes qui doivent passer leur examen. Donc, c'est-à-dire qu'on va configurer le système de telle façon pour dire que tous les U19, U16 et U14 doivent passer leur examen. Donc, ces noms vont apparaître automatiquement dans une liste et vous devez juste sélectionner ces gens et envoyer un email. Ils vont recevoir l'email, ils cliquent sur l'email, ils vont en passer sur notre site. Si jamais l'email qu'ils utilisent est celui de papa et que papa a déjà passé son examen, à ce moment-là, il devra introduire un autre email parce que c'est un email par personne. Et donc, le plus important, c'est qu'après la réussite de l'examen, c'est que Sportlink Club et Sportlink Fédé seront directement mis à jour
Donc à ce moment-là, on voit apparaître soit dans la carte de membre, dans l'application, que la personne a réussi son examen, mais également dans les listes que vous savez extraire de Sporting Club. Vous allez voir les diplômes obtenus par les joueurs ou les joueuses. Par contre, on va garder l'accès du responsable dans Drillster, ce sera donc maintenu, pour la simple et unique raison que nous savons qu'il y a toujours des clubs qui inscrivent des non-membres et qui attendent la réussite de l'examen avant de les inscrire. Bien entendu, ces gens n'ont pas de matricule, donc l'inscription via Sporting Club, c'est uniquement pour des membres qui sont membres fédés, c'est-à-dire que le matricule est connu chez nous. Si ce n'est pas le cas, ben, il faut être inscrit et le jour, il faut les inscrire via Drillster et le jour où ils réussissent l'examen, il faudra nous signaler que Jean-Jacques a réussi son examen et que donc il a tel matricule et que nous, on puisse mettre à jour sa fiche dans Sportlink. On a été en confinement, heureusement Sportlink, pas tout à fait, on a eu des adaptations. Tout d'abord, il y avait un problème de refresh sur la page d'accueil qui a été solutionné. Les problèmes qu'on a eu, bonne partie de la saison, avec tous les clubs qui étaient sur Twisit, c'est-à-dire les doubles numéros de maillot, parce que un joueur, par exemple, de l'équipe première qui avait un numéro 10, mais qui coachait les U16 Boys, en fait, avec Twisit, il y avait également son numéro qui apparaissait malgré qu'il était membre du staff. Et donc, on ne voyait pas ça sur la feuille de match, mais la feuille de match bloquée, ça a également été solutionné. Autre solution, enfin, parce qu'on a galéré et on a eu beaucoup de problèmes avec ce bouton de plainte et de correction, il a enfin été supprimé. Donc, toute plainte doit, comme on l'a voulu dès le départ, passer par le secrétariat d'un club. Comme ça, vous, les secrétaires, vous êtes toujours bel et bien au courant de qui fait les plaintes et qui pas. Il y a également un nouvel onglet. Quand vous cliquez sur une rencontre, vous avez la localisation, vous avez les officiels et maintenant vous avez également info. Donc si jamais vous êtes présent auto ou la voiture et puis info, ça donne des détails sur la rencontre. Enfin, on a également ajusté le menu des règlements. Quand vous cliquez sur menu règlement dans l'application, on va directement sur une page sur notre site où vous avez accès aux différents règlements d'ordre intérieur, les règlements sportifs et également l'information sur l'application. Sinon, d'autres nouvelles fonctions, c'est que maintenant, on a également des notifications sur plusieurs appareils. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, vous downloadez l'application sur votre smartphone, mais également sur votre tablette, en fait, il fallait choisir quel appareil était préféré et les notifications allaient sur cet appareil-là. Maintenant, ils ont arrêté ça. Si vous avez 5 appareils et vous êtes tous logués avec votre même adresse email, vous allez avoir des notifications sur toutes les appareils. Il y a également des nouvelles fonctions qui sont disponibles pour le staff sur la feuille de match. Donc, à côté des coachs et managers, on a également le T2, le docteur et le kiné. Le live score, ça fait 2 ans qu'on le demande. On y arrive. On avait une première version qu'on avait en test en février avec certains utilisateurs. Maintenant, ils ont élaboré. On doit encore faire des tests un peu poussés, mais la mise en production est prévue pour septembre. On va pouvoir suivre la rencontre de différentes manières. Quand vous allez dans votre programme, vous allez pouvoir voir en dessous de l'heure, donc bien dans le programme, pas dans le résultat. Vous allez pouvoir voir le score de la rencontre. Vous pouvez également cliquer sur la rencontre et dire, voilà, je veux avoir des notifications liées à cette rencontre. Je peux cliquer sur
le fait que j'ai envie de suivre cette rencontre. À ce moment-là, vous avez un écran où il y a marqué un petit bouton live en disant voilà, cette rencontre n'est pas validée, le score pour l'instant est à 1-3, et je peux voir avec au milieu, vous avez le compte rendu, vous pouvez voir les cartes, ce qui a marqué, ça dépend dans quelle division on a paramétré la possibilité de voir les buteurs, mais donc pour l'instant c'est que la DH. Sinon, dans les autres divisions, ce sera surtout le score et les cartes. Et vous pouvez également voir home and away, donc les équipes, pour voir les joueurs de l'équipe, ce qu'ils ont fait. Et alors, ensuite, n'oubliez pas de mettre à jour les notifications si vous voulez avoir des updates en live de certaines équipes qui sont dans vos favoris, les équipes que vous voulez suivre. Autre information que vous ne connaissez peut-être pas tous, c'est qu'il y a un centre de support chez Sportlink. On sait les contacter par téléphone. Il y a un numéro spécial qui a été attribué pour la LFH, qui est donc le numéro qui termine par 519. Vous avez également une page de support en français. Vous pouvez avoir des questions, ce qu'on appelle des tickets. Donc, vous avez un problème, vous pouvez poser une nouvelle question. Vous avez vu sur vos questions qui sont l'historique de toutes vos questions que vous avez faites chez Sportlink. Et puis, le plus important, c'est que vous avez une barre qui vous permet de trouver toute la documentation liée à Sportlink Club. Donc, quand vous commencez à taper secrétaire ou fonction, vous voyez apparaître toute une liste. Et alors, vous choisissez le sujet qui vous intéresse. Et à ce moment-là, vous avez toutes les explications, parfois détaillées avec des screenshots, expliquant comment il faut travailler dans Sportlink Club. C'était aussi la raison, parce que tout au début, beaucoup de gens vous ont demandé d'avoir un PDF. Il y a le guide du secrétaire. Je suppose que vous avez tous déjà utilisé, mais Sportlink ne fait pas de PDF parce qu'ils disent, voilà, on met régulièrement à jour, suite à des nouvelles fonctions, ces documentations. Donc, c'est beaucoup mieux de simplement revenir par ce site et d'aller chercher les documentations qui s'y retrouvent. Et donc, cette barre, vous la retrouvez sur le même lien que vous retrouvez ici dans le slide. Est-ce qu'il y a des questions? Je suppose que oui. Juste peut-être une petite précision pour les assurances. Il y a une question sur les assurances pour les membres non-joueurs. Donc, dès qu'on est membre, on est assuré par la fédération. Donc, même les membres non-joueurs, par exemple un coach qui n'est pas joueur est assuré. L'assurance de la fédération, elle assure aussi les non-joueurs qui participent à des initiations d'une journée ou d'une après-midi. Donc, un enfant qui vient essayer le hockey un mercredi après-midi est assuré. Bien sûr, s'il continue à venir essayer et s'il commence à jouer régulièrement, il doit être inscrit à la fédération pour être assuré. Mais par contre, les non-membres qui participent à des tournois familiaux ne sont pas assurés. Donc, pour les événements, comme les tournois et les stages, pour les non-membres, il existe des assurances complémentaires. Et toute l'information se trouve sur le site de la LFH dans la partie assurance pour pouvoir assurer tous ces non-membres. Voilà. Alors, une question de Magali. Les non-joueurs sont-ils facturés ou juste quand ils sont sur une feuille de match? Alors, la règle est la suivante. Tout joueur qui est désaffilié avant le 30 septembre inclus ne sera pas facturé, sauf si cette personne s'est retrouvée sur une feuille de match. Donc, je vais prendre le cas concret que j'ai eu cette semaine-ci de la part de Bruges, qui m'a dit, voilà, nous avons un joueur qui n'est pas sûr de pouvoir réintégrer
l'équipe première parce qu'il se tâte, est-ce que ça va aller, tout ça. Comment je fais pour l'inscription? Donc là, je lui ai dit, tu l'inscris comme ça, il est assuré. Tu l'inscris en tant que outdoor, comme ça, il est déjà en ordre pour le mercredi après le début du championnat. Et si il le signale avant le 30 septembre en disant, voilà, en fin de compte, je ne vais pas jouer, à ce moment-là, vous pouvez le désinscrire et il ne sera pas facturé au club en fin de saison. Donc, ça, c'est très important. Et du coup, ce genre de joueur-là, ne le mettez pas dans l'équipe parce que souvent, on copie l'équipe et on ne fait pas attention, on laisse dessus et du coup, la personne était sur la feuille de match. Toute personne qui est désaffiliée après le 1er octobre inclus, sera facturée, que ce soit un joueur, que ce soit un non-joueur, qui soit désaffilié en cours de saison. On a un outil qui permet de voir, parce que maintenant avec Sporting, comme vous savez, vous pouvez désaffilier en cours de saison, ce qui n'était pas possible avec Dimasport. Et donc à ce moment-là, ces gens sont facturés. J'espère que ça répond à ta question. Si le matricule est la manière de suivre la personne qui passe l'examen, cette même personne peut s'inscrire avec une autre adresse mail. Donc oui, j'ai fait d'ailleurs le test avec mon propre fils qui a mon adresse email. Le système a dit, il y a déjà une personne qui est inscrite avec cette adresse email. J'ai mis une autre adresse email, il est passé, il a reçu son examen et sa fiche s'est mise à jour au sein de Sporting. Alors, je vais quand même essayer de revenir sur la question de Véronique qui nous demande quand. Je suppose que tu parles de ta question que le mail d'inscription est arrivé le 6 juillet, alors on devrait, si tu peux vraiment... Je pense que c'est quand la synchronisation Star, non? Je ne sais pas. Donc, si tu peux répéter ta question, Véronique, de quoi il s'agit, parce qu'on a eu pas mal de questions de ta part, ce qui est très bien, mais on ne retrouve plus la question d'Aurélie. Alors oui, donc oui, Patricia dit, mais il y a justement souvent des problèmes de reconnaissance de joueurs et on réussit à cause de différentes adresses email. Oui, justement. Et pour éviter ça, on a introduit ce système automatique qui permet d'utiliser le matricule et donc à ce moment-là, même si vous changez d'adresse email, qui reste une adresse email au sein de Drillster, au moment de la réussite, on ne renvoie pas l'adresse email, on renvoie le matricule et donc à ce moment-là, Drillster, Sporting reconnaît le matricule et c'est pour ça que c'est important d'être un membre FEDE et à ce moment-là, sa fiche est mise à jour. Est-ce qu'on va récupérer la fonction de pré-remplissage de la feuille de match avec les présences? Oui, j'ai encore eu un call vendredi à ce propos, où j'ai dû retaper sur la table pour remettre ça en route parce que je trouvais que c'était une des fonctions les plus pratiques de l'application. C'est-à-dire que je sais bien qu'il n'y a pas tous les clubs qui l'utilisent ou même certains clubs qui l'interdisent, mais vous savez donner vos présences dans l'application. Là aussi, ils vont revoir et rajouter un bouton de sauvegarde pour éviter de verrouiller automatiquement toutes les présences. Donc, ils sont en train de revoir ça, de 1. Et de 2, j'ai bien insisté que la petite poubelle avec le petit, je sais, la petite foudre dedans pour dire qu'en fait, copier les présences tout de suite sur la feuille de match, ils l'ont enlevé parce qu'en fait, c'était à peine utilisé. Et du coup, j'ai expliqué que c'était vraiment un manque de communication, mais c'était pas que à la fédération de hockey, c'est dans toutes les fédérations qui utilisent Sporting, c'était très peu utilisé. Et donc, j'ai bien insisté pour avoir cette fonctionnalité parce que c'est très pratique. Il y a Gorka qui revient sur l'inscription Outdoor for Fun et qui demande si c'est mixte en termes de genre ou de catégorie. C'est mixte en termes de genre, ça c'est sûr, et il y a aussi une mixité en termes de catégorie puisqu'on est sur des doubles catégories. Triple. Triple même à certains moments, donc c'est mixte, oui. Et pour les ball boys et ball girls, avec le protocole Covid, ce n'est pas qu'ils sont plus obligatoires, c'est qu'ils sont
interdit. Il n'y aura plus de ball boys. La condition n'est pas de mettre des balles à disposition. Ça, c'est un tips qu'on vous donne pour perdre le moins de temps possible. Et faites-le, je pense que c'est mieux. Mais ce n'est pas une condition pour qu'il n'y ait plus de ball boys. Il n'y a plus de ball boys et de ball girls cette saison, tant qu'on est sous le protocole Covid. Alors Patricia, l'inscription pour l'instant pour les examens théoriques reste dans Drillster. Si longtemps que vous n'avez pas un message de ma part avec un document expliquant comment il faut faire, il faut continuer dans Drillster. Donc ça soit, c'est bien, merci d'avoir précisé cette question parce que je ne l'avais pas précisé dans les slides. Encore des questions? Alors on va passer au divers, où je donne d'abord la parole à Justine qui s'est tue maintenant pendant tout un temps et qui va... Pas très longtemps. Pas très longtemps. C'est juste un petit mot par rapport à l'indoor. On a évidemment beaucoup de questions sur le fait de savoir si un championnat indoor aura lieu ou pas avec la situation actuelle du Covid. Le conseil d'administration, l'organe d'administration n'a pas encore pris de décision à ce sujet. C'est un sujet qu'ils ont déjà abordé, mais qu'ils aborderont et qui trancheront le 15 septembre. C'est nécessaire au 15 septembre parce que c'est nécessaire si on va avoir suffisamment de salles. C'est nécessaire pour les clubs qui ont des salles éphémères et c'est nécessaire pour qu'on puisse récolter les inscriptions et programmer la saison. Mais quoi qu'il en soit, la date d'inscription au 30 septembre va être retardée pour que vous ayez un tout petit peu plus de temps pour faire vos équipes dans le cas où la saison indoor est maintenue, ce qu'on espère. On verra, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes. Est-ce qu'elle sera maintenue comme auparavant? Est-ce qu'on adapte en fonction du Covid? Voilà, pour l'instant, il n'y a encore rien de décidé, mais on y réfléchit et on vous tient au courant dès qu'une décision est prise. Alors, les slides qui suivent maintenant, en fait, à part ce slide-ci, où il y a un changement par rapport à l'année passée lié au Covid, c'est-à-dire que les affiliations des membres, les provisions ont été réparties, c'est plus 65% à partir du 15 août, c'est 50% et puis 20% le 15 du 11, 20% le 31 du 1 et le solde comme chaque année début du mois de mai. Mais sinon, le reste, ça ne change pas, mais on a laissé ces slides-ci juste pour rappel. Donc, je vous rappelle que vous allez avoir les slides, vous allez avoir le webinaire pour revoir tout ça. Mais ce sont des dates connues. Les slides qui suivent maintenant, c'est tout des rappels. Je vais encore m'attarder à ce slide-ci. Et le reste, ce sont vraiment des rappels, mais qu'on ne voulait pas trop prolonger la session de ce soir, sachant qu'on avait le protocole. Donc ici, pour l'infrastructure, ce qui est important, l'obligation d'avoir un certificat FIH en Belgique Ligue DH et D1, dames et messieurs, un certificat FIH valide. Et si vous avez une nouvelle structure, ce certificat est valable pour 5 ans. Donc ici, ce qui suit, ce sont des slides que vous avez déjà vus probablement l'année passée, l'année d'avant, qu'on met dedans. Surtout pour les nouveaux secrétaires, n'hésitez pas à lire et revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à ces slides-là. Ça réexplique un peu la procédure d'avant-match pour l'application, d'après-match, les erreurs, les choses à ne pas oublier. Toujours, s'il vous plaît, toujours bien valider la feuille, que le match soit remis, que le match soit arrêté avec les raisons, parce que si ça ne se passe pas, si on n'a pas de score, si on n'a pas de feuille validée, et ça arrive chaque année, à ce moment-là, c'est un forfait réciproque et on ne revient plus dessus. Forfait et remise, ce qu'il y a moyen de faire, et rappel arrêt d'une rencontre, c'est le directeur général qui décide du sort de la rencontre. Et un petit rappel aussi, les nouveaux délais de remise en cas de Covid, c'est juste en cas de Covid. Hein. Si vous remettez un match pour une autre raison, c'est les délais prévus par les règlements qui priment. Hein. Le protocole Covid, c'est juste, et la remise spéciale qui est prévue et qui vous permet un plus grand délai pour rejouer le match, c'est juste pour des cas de Covid.
Alors, encore quelques questions. Il y a Patricia du Racing qui demande comment est-ce que c'est lié au matricule. Ne t'en fais pas. En fait, dans le lien qui est créé par le mail automatique, il y a un code qu'on ne sait pas déchiffrer qui envoie le matricule vers Drillster. Et Drillster, ce matricule est lié à la personne et se trouve dans un champ qui est ensuite renvoyé vers Sportlink pour la mise à jour. Mais donc, il ne faut pas vous soucier de ce matricule parce qu'en fait, le matricule est incorporé dans le processus. Donc, ce n'est pas à vous de créer un membre et dire je vais vite aller rajouter le matricule parce que ça fonctionne. Très bien. Qu'est-ce qui est encore? Alors, il y a des joueurs qui reçoivent le lien avec une connexion en néerlandais. Je suppose que c'est pour Drillster. En fait, maintenant, dans le mail que vous allez recevoir, le mail sera bilingue et vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez être lié sur notre site, et ensuite, ça sera envoyé vers Drillster. Alors, pour revenir sur le dossier à rentrer pour les joueurs étrangers, un joueur anglais est-il maintenant considéré comme extra-communautaire? Il le sera à partir du 1er janvier quand le Brexit sera d'application. Donc, jusqu'au 31/12/2020, vos joueurs anglais peuvent jouer sans autorisation. À partir du 1er janvier, ils devront avoir un dossier qui prouveront qu'ils résident légalement et valablement en Belgique, puisqu'ils seront à ce moment-là considérés comme extra-européens. Et alors, j'ai aussi une question extra-européen. On parle de la communauté européenne et des pays Schengen, ou on parle aussi de l'espace économique européen. L'espace économique européen. Donc ça, vous avez bien le manuel. N'hésitez pas si vous ne remettez plus la main dessus, que je vous ai déjà envoyé par mail, qui reprend vraiment toutes ces données. Comment introduire les demandes, comment faire en sorte qu'un joueur réside légalement et valablement en Belgique, et la liste des pays de l'espace économique. Voilà, y a-t-il encore d'autres questions? Sinon, j'en profite déjà pour, d'un côté, vous remercier, que ce soit secrétaire, président, parce que avec le Covid, on est rentré dans une ère un peu spéciale et on sait très bien que pour vous, c'est encore un casse-tête bien plus élaboré que pour nous, parce que nous, on a des directives ou des conseils à donner vis-à-vis de vous, mais vous devez les faire passer auprès des membres. Quand c'est un petit club, ça va, mais quand c'est des gros clubs, c'est encore d'autant plus compliqué. Et je répète que donc d'ici, on espère demain ou plus tard mercredi, vous allez recevoir le protocole de la fédération dont nous avons vu les plus gros points ce soir, mais qui seront un peu plus détaillés dans un document que vous pouvez faire parvenir auprès des membres, mais nous allons aussi faire des campagnes dans nos réseaux sociaux pour que ça touche le plus grand nombre possible de membres au sein de la fédération. Et on répète, donc il y a déjà des clubs de hockey qui ont eu des contrôles de la police. Donc faites attention. On a déjà entendu qu'il y a un club de tennis qui a eu une amende de 7 000 € parce qu'ils étaient pas en ordre. Donc faites attention, très important, port du masque, les directives Horeca et les directives dans notre protocole. Faites quand même très très attention parce que ce serait bête d'apprendre des amendes pour ce genre d'histoire. C'est pas nous qui mettons les amendes, mais bon, il y a des communes qui peuvent passer, qui décident. Ça fait un peu beaucoup de contrôle peut-être, mais bon, voilà. Et n'hésitez pas à déjà mettre ce protocole d'application pour vos matchs amicaux. C'est un bon test. Et puis, il faut prendre le taureau par les cornes. J'ai une demande de Patricia qui me parle d'un mail qu'on lui a envoyé pour mettre à jour la nationalité d'un de ses joueurs dans Sporting Club. Elle demande donc si ça veut dire que l'autorisation est en ordre.
Non, je n'ai pas eu, moi, de dossier pour des jours extra-européens de la part du Racing, donc ce n'est pas en ordre. Et pour tous les clubs, que ce soit bien clair, quand c'est en ordre, vous recevez un document PDF de ma part qui est un document intitulé « Autorisation de jouer en Belgian League » avec les détails du joueur, une date de fin, etc. Donc, c'est très clair quand vous avez l'autorisation ou pas. Donc, mais je suppose que, Patricia, tu as reçu la demande, peut-être parce que tu avais un joueur qui a la double nationalité et que donc, en fait, on avait reçu, je crois, un NOC d'un pays non européen et que du coup, sa nationalité était différente dans Sportlink. Donc, il faut bien faire attention. Et le plus important, c'est que vous mettez la nationalité européenne en tant que première nationalité et l'autre en tant que deuxième. Et donc, en effet, s'il avait une nationalité européenne, alors tu as reçu l'autorisation parce que tu n'avais pas besoin d'autorisation. Voilà. L'autorisation, sinon, pour les autres clubs, que ce soit clair, c'est un document PDF, c'est clair, il n'y a pas de confusion possible, c'est une autorisation en bonne et due. Et à ce moment-là, et ça je dois encore vérifier, mais nous donnons l'autorisation au sein de Sporting Club et je crois que si mes souvenirs sont bons, également ça se retrouve dans la fiche du joueur sous légitimation. Il y aura marqué autorisation pour jouer en Belgian League avec chez nous une date de fin, mais pas chez vous. Où peut-on voir dans Sportlink si un joueur a une dérogation pour jouer dans une autre catégorie? Ça, je ne connais pas par cœur. Je note, Véronique, et je reviens vers vous. D'autres questions pour ne pas rester sur une question sans réponse? Dommage de ne pas vous voir en live. C'est vrai que c'est plus chouette. On espère que l'année prochaine, on pourra tenir la réunion en présentiel. C'est quand même plus convivial. Oui, surtout pour les nouveaux, que nous, on aimerait bien voir, mais aussi que les autres secrétaires aiment bien le voir, parce qu'il y a quand même quelques changements, que ce soit côté LFH ou côté VHL. On a des nouveaux venus, donc bienvenue à eux. Et je répète, que ce soit la Ligue, la LFH ou que ce soit la cellule compétition, n'hésitez pas à envoyer vos questions ou à téléphoner. C'est parfois peut-être un peu plus compliqué pour l'instant avec le téléphone parce qu'on n'est pas toujours présent au bureau encore, parce qu'on fait du télétravail la plupart du temps. Mais n'hésitez pas à envoyer des mails. On est là pour vous et il vaut mieux, avant de faire des bêtises, il vaut mieux poser les questions 2 fois parce que c'est beaucoup trop important. Comme par exemple, on en parlait, Justine en parlait en début de réunion, de ces joueurs qui jouent en équipe 2, qu'on a inscrit trop tard et qui du coup, malgré que le coach a trouvé que c'était un bon élément, on ne peut pas aller jouer avec l'équipe première le reste de la saison. C'est surtout aussi triste pour les joueurs et pour le coach qui va probablement râler un bon coup parce qu'il y a un bon élément qui ne peut pas jouer. Ah ben voilà. L'interactivité a marché. Merci Isabelle. C'est Isabelle qui répond à la question de Véronique. Dans l'onglet club, il y a un sous-menu dérogation. C'est vrai qu'Isabelle m'avait posé cette question il y a des mois et que j'ai répondu à ça. On a un peu la tête ailleurs. Donc effectivement, ça se trouve dans l'onglet club et il y a un sous-menu dérogation dans laquelle il y a moyen de retrouver ça. Je reviens sur un petit mot sur les nouveaux ou les nouvelles secrétaires, pour rappeler aussi qu'on a un guide du secrétaire, de la secrétaire, et que donc Christophe a géré cette coordination avec toute l'équipe, mais que là aussi on est à la disposition en particulier de ces personnes-là, parce qu'on peut imaginer qu'elles se sentent parfois un peu perdues dans les différentes fonctionnalités de Sportlink ou autres, et que donc voilà, on peut organiser quelque chose selon des modalités à convenir, en présentiel, en distanciel, pour parcourir ce guide ou en tout cas mettre l'accent sur les points principaux pour vous aider dans cette tâche. Donc là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous et on s'organise le mieux possible pour mettre en place cette formation.
Il y a bien une version PDF du guide du secrétaire. Oui, elle est sur le site de la Club Manager Academy. Maintenant, pour l'instant, c'est encore la version de la saison passée et le guide de secrétaire est presque à jour et sera mis sur le site de la version 2020 cette semaine plus tard. Et vous serez prévenus par mail, en même temps aussi que les slides alors de ce soir et de l'enregistrement vidéo. Ça se trouve au même endroit sur le site, on vous enverra le lien. Voilà, il y aura peut-être encore des questions, enfin, certainement, qui vont venir dans les jours qui viennent au début de cette saison un peu particulière. Merci à vous. Je ne vais pas répéter ce que Benoît a dit. On espère que tout se passe le mieux possible. Flexibilité, c'est aussi un mot que je pense qu'il faut vraiment avoir en tête parce que sans ça, ça risque d'être parfois très difficile de finir cette saison sur de bonnes bases. Voilà, mais, merci à vous. Et peut-être vous, sur une dernière note de Patricia qui fête ses 5 ans au racing, qui se dit encore parfois paumée. Mais bon, voilà, Patricia, on essaie de t'aider le mieux possible et tu es toujours là, donc c'est aussi bon signe. Merci à tous et bonne soirée, à bientôt.